Salut et bienvenue dans un des épisodes les plus excitants de notre podcast Vivre à. Pourquoi ? Parce que nous partons pour une de mes villes préférées au monde, la belle, l'ensoleillée, la balnéaire, la tempérée, la dynamique, Sydney. Oui, nous sommes en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie du Sud-Est. Aujourd'hui, parce qu'on le vaut bien, j'ai envie de dire, parce que c'est à juste titre une des villes les plus plébiscitées par les expats français dans le monde, et surtout parce qu'on a vraiment envie de vous la faire découvrir. Avec au sommaire Élise Léger, qui vit là-bas depuis 9 ans et que nous allons accueillir dans 20 secondes, pas plus, avec les infos d'Artus et les résumés de ce qu'il faut savoir sur Sydney, comme d'hab, et avec notre partenaire aussi, la FIAF, et l'interview de la présidente de Sydney Accueil, histoire d'avoir encore plus d'infos sur cette destination. Alors, on ne perd pas de temps, on décolle. Vivre à chaque week-end. Zoom sur une ville d'expat avec Olivier Geoffry. Salut Élise et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série de podcasts. Bonjour Olivier, merci de m'avoir invité. Je t'en prie. Cette semaine, nous partons vivre à Sydney et ça, c'est vachement bien. Très content de t'avoir avec nous pour découvrir une des plus belles villes du monde, de mon point de vue en tout cas. Et tu me parais en plus être la personne idéale pour cela. Tu vis là-bas depuis pas mal d'années, depuis 9 ans je crois, et tu es entre autres conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger. Alors pour commencer, tu nous en dis un peu plus sur ton parcours, en quoi cela consiste d'être conseillère à l'AFE par exemple, ce que tu fais d'autre et comment tu es arrivée dans ce pays du bout du monde. Ok. Alors dans mon rôle d'élu, il y a deux niveaux. Il y a un rôle d'élu plutôt local, comme si j'étais un peu une conseillère municipale pour les Français qui vivent en Australie, Fidji et Papouasie-Nouvelle-Guinée. D'accord. Et après, il y a le niveau supérieur qui est plutôt une élue régionale, comme si j'étais une conseillère régionale d'une région française, sauf que ma région, c'est l'Asie-Océanie. Donc c'est une grande région. Plus grand. Voilà. Donc en fait, un élu, de toute façon, il fait tout de sa propre initiative et il y investit le temps qu'il veut, qu'il peut. Le but étant d'être disponible, c'est ce que j'essaie le plus possible de faire, d'être disponible pour répondre aux questions, aux problèmes des Français qui vivent dans ces pays-là, avec tout ce qui a à voir avec l'administration française en fait. Donc je suis un peu une sorte de relais. J'ai pas forcément toutes les solutions, mais ce que j'essaie de faire, c'est soit de mettre les personnes en contact, soit de leur donner des informations, des liens, parce que tout le monde n'arrive pas forcément à trouver la bonne réponse à son problème de retraite ou comment contacter les impôts de la caisse des non-résidents, etc., etc. Alors comment on devient conseillère à l'AFE en quelques mots, comment on devient élu, quelle est la démarche ? Alors, la première, c'est il faut être élu conseiller des Français de l'étranger, donc ce que je disais, le niveau local, le niveau un peu conseiller municipal. D'accord. Et parmi ce corps électoral, qui est de 442, il y a une seconde élection, une élection donc indirecte, où ces 442 choisissent 90 élus pour aller les représenter 2 fois par an à Paris, lors des sessions de l'AFE qui durent pendant une semaine. Et l'AFE, c'est une assemblée consultative. On n'a pas de pouvoir législatif, on ne fait pas de loi. Par contre, on peut émettre des résolutions, des motions, des avis. Et ensuite, c'est aux parlementaires de s'en saisir et ensuite de proposer des amendements, des projets de loi, etc. Donc en fait, en quelque sorte, on fait un espèce de pré-travail pour qu'il y ait des choses qui structurellement soient changées. Ok, et c'est quelque chose, c'est un rôle que tu souhaitais avoir ou que tu as obtenu un peu par hasard à un moment donné ? Le premier rôle, le rôle de conseillère des Français de l'étranger, c'était un peu par hasard. D'accord. Parce que j'étais pas forcément censée, je me présentais pas du tout en tête de liste en 2020, mais les élections ont été annulées à cause du Covid. Bien sûr. Et en fait, la liste dont je faisais déjà partie en 2020, mais dont j'étais 3e, donc pas forcément en position éligible, voilà, ça a été décidé. La tête de liste ne voulait plus être tête de liste. Elle est restée sur la liste, mais voilà, et la liste a décidé que ce serait moi à sa place. Et après, je me suis présentée là en connaissance de cause pour l'Assemblée des Français de l'étranger. Là, je m'étais dit, bah oui, autant voir en fait tout le spectre. Et tu fais partie d'une autre association aussi qui s'appelle French Assist. Ça consiste en quoi exactement ? Oui, alors French Assist, ça c'est un rôle du coup totalement bénévole qui a un peu rien à voir. Ça c'est plutôt
mon engagement associatif personnel. Donc, je suis secrétaire de French Assist New South Wales. Donc, c'est un organisme local d'entraide et de solidarité. Ce label nous permet d'obtenir des subventions du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et surtout nous met dans une position en fait de travail main dans la main avec les différents consulats. Notre mission est d'aider les Français qui sont en grande difficulté quand ils sont en Australie. Et donc voilà, donc les gens nous contactent soit directement, soit c'est le consulat qui nous envoie les personnes qui ont besoin d'aide. D'accord. Et en dehors de tout ça, est-ce que tu as le temps de faire autre chose, de travailler, comment ça se passe? Oui, il faudrait parce que les rôles. Alors déjà, le rôle de conseillère à l'AFE, il y a seulement une indemnité de voyage qui d'ailleurs ne couvre même pas la totalité du voyage. Et conseillère des Français de l'étranger, il y a une indemnité qui en Australie est d'environ 400 €, mais vu la grandeur du territoire à chaque fois que je dois prendre l'avion, enfin, on imagine bien que l'argent part très très vite. Ouais. Donc non, il faut bien que j'ai un travail. Et je suis enseignante de français langue étrangère. D'accord. À mon compte et à l'Alliance française de Sydney. Donc busy comme on dit en anglais. Hein. Voilà. Ok, parfait. Tu vas nous balader dans Sydney pendant une bonne demi-heure et pourquoi pas un petit peu aux alentours aussi. En quelques mots, on va parler de quels aspects de la ville ou du pays? Je pense qu'il y a plusieurs aspects vraiment à voir. Il y a l'aspect très nature qu'il faut vraiment explorer, surtout pour les gens qui seraient passionnés de randonnée ou de choses comme ça. C'est un pays absolument merveilleux et il y a des paysages incroyables à découvrir. Après, il y a l'aspect plutôt citadin, mais ça, on va le retrouver dans beaucoup de villes du monde. Sydney, c'est une ville qui bouge beaucoup, qui a une activité nocturne, mais même diurne, très vaste, variée. Les Australiens adorent être dehors ou sortir, faire des choses le week-end. Voilà, donc il y a un peu deux aspects quand même très 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 différents et qui peuvent aussi s'adresser à des personnes très différentes. J'ai des amis qui sont venus me rendre visite en Australie et qui ne voulaient pas du tout visiter les villes, qui voulaient être dans la nature. Ok, excellent. Tout cela est à suivre dans un instant, juste après les infos d'Artus avec le résumé de ce qu'il faut savoir sur Sydney comme d'habitude. À tout de suite, Élise. Les infos d'Artus. Vivre à. Salut, je suis Artus. De retour pour partager avec vous les principales infos à connaître sur Sydney en 3 minutes. Population. Sydney est la ville la plus peuplée d'Australie, avec une population d'environ 5,3 millions d'habitants dans la région métropolitaine. Superficie. La superficie totale de la ville de Sydney est d'environ 12 367 km². Tourisme. Sydney accueille des millions de visiteurs chaque année. En 2019, avant la pandémie Covid, la ville a accueilli plus de 16 millions de visiteurs internationaux et domestiques. Économie. Sydney est le principal centre économique de l'Australie. Elle abrite de nombreuses entreprises nationales et internationales, en particulier dans les domaines des services financiers, de la technologie, du tourisme et de l'éducation. Coût de la vie. Sydney est connue pour être l'une des villes les plus chères au monde en termes de coût de la vie. Les loyers et les prix de l'immobilier sont particulièrement élevés. Transport. Sydney dispose d'un système de transport public étendu, comprenant des trains, des bus, des ferries et des tramways. Le réseau de trains de banlieue est l'un des plus grands d'Australie. Éducation. Sydney abrite plusieurs universités de renommée mondiale, notamment l'Université de Sydney, l'Université de Nouvelle-Galles du Sud et l'Université de technologie de Sydney. Emploi. Sydney offre un large éventail d'opportunités d'emploi. Les secteurs clés de l'économie incluent les services financiers, les technologies de l'information, le tourisme, l'éducation, la santé et les industries créatives. Et voilà, vous savez presque tout. Bonne balade dans une des villes les plus excitantes du monde. Retrouvez Vivre à en replay sur le site de votre radio, françaisdanslemonde.fr. Vous vivez dans une ville que vous aimez? Témoignez dans cette émission. Contactez-nous via la page Contact sur le site françaisdanslemonde.fr.
Vivre à Sydney, c'est ce qu'on essaye de faire pendant l'intégralité de l'épisode de ce podcast, le temps d'une demi-heure à peu près, c'est déjà ça. Hein. Élise est notre guide, et si on commençait, Élise, par les incontournables touristiques, alors qu'est-ce que tu nous conseilles ? Oui, là je vais pas être très originale et je pense que tout le monde y aura pensé. Il faut absolument aller à un endroit qui s'appelle Circular Quay, où il y a l'opéra et le Harbour Bridge, le pont très très connu de Sydney, évidemment, pour aller faire sa petite photo. Ça, c'est le passage obligé, on va dire. C'est clair. Mais cependant, dans ce quartier-là, il y a quand même des choses très sympas à faire. En fait, le quartier historique de Sydney, du moins, qui en a été gardé, parce que pour ça, les Australiens, ils n'ont pas été très forts. Déjà, leur histoire est relativement jeune, donc il n'y a pas beaucoup de bâtiments qui datent d'avant 1800. Et surtout, ils ont tranquillement détruit et reconstruit en fait très facilement pendant le XXe siècle, sans trop se poser la question de garder peut-être des choses importantes de leur histoire en fait, de l'histoire de la création de ce pays. Donc ça s'appelle The Rocks. Yep. C'est vraiment juste à côté du pont, juste en dessous du pont. Et là, on peut retrouver des vieux bâtiments, des petits musées. C'est très sympa. Il y a plein de petites boutiques aussi, restaurants. Souvent, il y a des marchés d'ailleurs qui se tiennent là le week-end ou pour de grandes occasions. Donc ça, c'est pour moi un peu un passage obligé. Il y a un office de tourisme, donc n'hésitez pas à y aller pour booker une visite. Comme ça, vous apprendrez peut-être un peu plus comment la ville de Sydney a été fondée et par qui, avec qui, comment. Et tout ça, c'est très proche en plus. Hein. On peut tout faire à pied, l'opéra, The Rocks, le pont, hein, tout ça, c'est au même endroit. Oui. Vraiment tout à pied. Après, ce qu'il y a derrière ça, donc ça, c'est un peu comme le nord du centre, on va dire. Tout ce qu'il y a derrière, après, ce sont des grands buildings, des gratte-ciel. Donc, c'est pas super intéressant. Faut rentrer un petit peu plus dans le CBD pour trouver les grands magasins si vous avez envie de faire un peu de shopping différent. La mode est un peu différente, vous verrez si vous venez. Dans le bon ou dans le mauvais sens ? Pour moi, dans le mauvais sens. Enfin, disons que je n'ai pas adopté la mode australienne. On peut dire ça comme ça. Ok, c'est un choix. C'est plus poli. Parce qu'il y a toujours, je pense qu'il y a plein de gens qui font ça aussi, qui vont quand même dans les centres commerciaux des pays qu'ils visitent. C'est toujours une expérience, en fait, pas forcément pour dépenser énormément d'argent, mais voir différentes marques, différentes. Il y a beaucoup de marques australiennes parce que historiquement, l'importation, c'était très compliqué, puis ça coûte cher et ça rend les vêtements encore plus chers, en fait. Donc, il y a quand même aussi plein de marques australiennes qu'on connaît pas en France. Certaines sont bien, rassurez-vous, mais pas toutes. Donc ça, c'est un peu, vraiment le centre de Sydney. Il y a un très joli parc qui s'appelle Hyde Park. C'est vrai quand même, il y a des arbres qui sont plus que centenaires, qui sont magnifiques. Donc, vous pouvez passer par là, une cathédrale, les choses classiques d'une ville, quoi. Vraiment, la chose basique. Et toi, qu'est-ce que tu aimes faire, toi, si on te demande, par exemple, c'est le week-end, Élise se promène, où tu irais sans réfléchir comme ça en premier lieu? Alors, j'irai pas forcément dans le centre, ça c'est sûr. L'avantage de Sydney, c'est que tout l'est de la ville, c'est une côte océanique. Donc, évidemment, on a des plages. Enfin, non, pas évidemment, parce que, par exemple, à Brisbane, il n'y a pas de plage, même si c'est au bord de l'océan. Non, j'irai plutôt, dans la nature ou soit dans une réserve naturelle pas trop loin. Moi, j'habite au sud de Sydney, donc je prendrai la voiture et j'irai au Royal National Park, qui est un parc absolument magnifique. Ou sinon, juste prendre d'un petit coup de voiture, en 15 minutes, je pourrais être à Maroubra Beach ou Coogee et juste aller prendre la voiture, aller à la plage, prendre un café, marcher le long de la plage, voir des amis, des choses très
simple en fait. Non, ça me paraît très bien. Il y a aussi, je crois, pour y être allé à Sydney il y a très longtemps, il y a presque 20 ans maintenant, des destinations un peu week-end pour les habitants de Sydney, comme les Blue Mountains par exemple. Oui, alors donc on a les Blue Mountains qui sont au nord-ouest de Sydney. Alors il n'y a pas énormément de neige, peut-être quelques jours dans l'année. C'est pas du tout une station de ski ou quoi que ce soit. Mais ce qui est assez merveilleux, c'est la végétation et vraiment la géographie de cet espace qui le rend absolument magnifique avec ces forêts d'eucalyptus. Oui. On les appelle bleus. À cause de ça, en fait, à cause des feuilles, qui fait une sorte de forêt bleu foncé un petit peu. Donc ça, c'est 1h30 de Sydney. Même maintenant, on a une super autoroute. C'est même encore moins. Et oui, voilà, il y a des destinations comme ça un peu plus dans les terres. Pour le week-end, ceux qui aiment aller dans le sud peuvent aller. Alors, c'est plus de 3 heures de route, mais les Australiens, ça leur fait pas peur parce qu'il y a tellement de trafic dans cette ville qu'on fait 10 km en 1 heure. Donc, 3 heures de route, pouf, qu'est-ce que c'est? C'est une très belle ville de campagne qui s'appelle Bowral, B-O-W-R. A-L. D'accord. Aussi où plein de gens aiment aller. Là, voilà, là c'est l'escapade un peu campagne, vraiment la campagne australienne, les animaux. Donc c'est très agréable aussi. Oui, il y a plein de petites destinations comme ça qui sont, juste pour le week-end. Les Australiens adorent être dehors. C'est ce qui ressort le plus, c'est vraiment le côté nature de Sydney et des environs. Et en tant que locaux. On est évidemment un peu moins épaté par l'opéra, etc. Donc en fait, oui, la semaine on est dans Sydney pour travailler, donc le week-end on en sort un petit peu, ou alors on va à des endroits où on va moins pour profiter en général de l'extérieur, parce que même l'hiver il ne fait pas très froid. Tant que le jour est levé, qu'il y a du soleil, il fait pas froid. Donc on peut faire vraiment beaucoup de choses dehors toute l'année. Et après, pour le week-end, il se passe toujours quelque chose à Sydney. Il y a toujours un festival de quelque chose. Donc, on peut, comme c'est un pays avec énormément de communautés différentes, on sait qu'au mois de février, c'est toute la célébration du Nouvel An lunaire, qui vient en général des pays d'Asie du Sud-Est, alors la Chine, mais aussi Vietnam, Cambodge, etc., qui célèbrent ça. Donc, la ville va se transformer dans un de ces quartiers vraiment pour célébrer ça. Donc, il va y avoir des petits spectacles de rue, des choses comme ça. Quand on arrive d'ailleurs au 14 juillet, il y a un énorme festival à Circular Quay. Il y a beaucoup de choses qui sont célébrées tout au long de l'année. Donc, il y a vraiment toujours quelque chose à faire le week-end. Très bien. On n'est jamais laissé tomber. Très bien, très sympa. On s'y croirait, ou à défaut, au minimum, ça donne vraiment envie d'y être. Et ça, c'était pour les sites ou l'aspect touristique, les choses à visiter absolument ou à faire quand on arrive. Et dans quelques minutes, on va aussi aborder d'autres aspects de la ville, comme la culture, la vie sociale, la vie quotidienne, les relations, l'emploi, etc. Tout ce que quelqu'un comme toi, Élise, qui vit sur place depuis 9 ans, peut vous apprendre de l'intérieur, comme si vous y étiez en quelque sorte. C'est à suivre juste après le replay de cette semaine, l'interview par Gauthier de Nathalie Ganacho, la présidente de l'antenne locale de la FIAF, notre partenaire, Sydney Accueil. Françaisdanslemonde.fr. Le podcast. Je vous invite à vivre dans le futur dans les 10 prochaines minutes. Parce que oui, quand on est en Australie, on est dans le futur. Eh bien, on est globalement à l'envers de ce que l'on vit en ce moment. Si vous êtes français de France, par exemple, nous c'est l'hiver, là-bas c'est l'été. C'est le jour pour vous, là-bas c'est la nuit. Les saisons sont inversées, le style de vie est inversé, tout est inversé. Et en plus, on part à 20 000 km. Bonjour Bonjour à tous, bonsoir. Donc, oui, du coup, tu es la présidente de Sydney Accueil et justement, ça va être le propos de ces 10 prochaines minutes. Ouais. Se préparer à ce choc parce que autant on part dans un pays anglo-saxon, donc on va retrouver un certain nombre de codes, autant il faut se préparer lorsqu'on arrive au bout du monde à être au bout du monde.
Oui, il faut se préparer à être quand même assez isolé à cause de plusieurs choses. Donc bien sûr, l'éloignement physique. Et puis, quand vous souhaitez appeler quelqu'un avec les 10 heures de décalage horaire, c'est pas pratique parce que, comme tu l'as dit, le jour, la nuit, on va pas appeler nos proches en plein milieu de la nuit. Donc, on est vraiment très isolé et tout est décalé, les saisons, tout, le temps, les saisons, la manière de vivre, tout est décalé. Donc, c'est vrai qu'on se sent parfois très seul. Pour peu que l'anglais ne soit pas vraiment notre fort, ça devient parfois assez difficile. Tu m'as par exemple expliqué que dans les premières fois où tu es allé faire tes courses dans le supermarché, tu t'es retrouvé à vouloir acheter une pâte brisée et celle qui avait les pâtes brisées, c'était toi parce que oui. Tu fini en larmes. T'es tombé en pleurs, t'as dit je m'en sortirai jamais. Un petit détail du quotidien et bloum, le monde s'écroule quoi. Et c'est ça, c'est vrai que je me suis lancé un défi aussi, j'ai voulu poser la question à un monsieur qui travaillait dans les rayons, est-ce qu'il y avait des pâtes brisées toutes faites? Je pense que ça c'était vraiment la chose à pas faire, ni pour lui ni pour moi, mais c'est vrai que voilà, ce sont des petits détails, on perd en fait tous nos repères. Et pour les Français, arriver en Australie, c'est vraiment une perte de repères totale. Bon, il roule à gauche déjà, ça à la rigueur on peut s'en remettre, mais c'est vrai que faire ses courses, discuter avec des gens, on comprend pas les prix, on n'a aucune notion des prix, donc on vous dit ça coûte tant, ok, si vous le dites c'est le dollar australien, donc c'est très très déroutant, on se sent vite seul. Un mot sur ton parcours. Est-ce que tu connais Francis Cabrel? Tu l'as déjà croisé lorsque tu habitais en Haute-Savoie? Alors, je ne le connais pas, mais j'adore cette chanson, forcément. Oui, évidemment. Tu es originaire de Haute-Savoie, près de Annecy. Et puis, tu vas rencontrer ton mari, qui est lui breton. Vous allez couper la poire en deux. Entre Annecy et Brest, il y a Paris. C'est là que vous vous installez. Vous y vivez pendant 15 ans. Tu bosses dans la banque. 2 filles vont arriver. Elles ont aujourd'hui 12 et 10 ans. Et puis, un jour, vous aviez un peu fait le tour de la vie parisienne. Ton mari a une opportunité de vivre à l'étranger. Il rentre à la maison avec un projet, c'est Sydney. Tu te souviens précisément de ce jour-là? Alors, il est pas rentré à la maison avec ce projet-là. Il m'a appelé parce qu'il était à New York en congrès justement mondial de sa société et quand il m'appelle, il me dit écoute, je discute avec quelqu'un de je ne sais plus quel pays qui connaît le directeur de l'Australie qui justement cherche quelqu'un. Et ce coup de téléphone, oui, je m'en souviens. Oui, je m'en souviens. Ça a tout de suite fait. Tout de suite, tu as 20 000 questions qui arrivent avec une seule réponse comme je vais en parler plus tard, mais avec une seule réponse forcément qui vient. Voilà, et la réponse, elle sera assez rapide. En quelques semaines, vous décidez. On est en 2019. La réponse, c'est on y va. On y va tous, donc forcément avec les enfants. Évidemment, ça fait peur. Évidemment, quand on commence à se pencher sur le sujet, ça fait peur, mais assez vite, vous prenez des décisions avec l'organisation du déménagement. Vous vous mariez également. Alors, un mariage express, du coup, c'était déjà planifié ou vous l'avez vraiment fait avant de partir? On s'est dit pareil, on est très dans le challenge. Allez, on y va, quoi. On s'est dit que voilà, c'était l'occasion de déjà de célébrer bien sûr notre amour. Et puis surtout aussi, ce qui était vraiment chouette, c'est que ce mariage, du coup, il y avait vraiment beaucoup de nos amis ont répondu présents, nos familles aussi. Et ça a été une des dernières fois avant notre départ de revoir tout le monde. On en garde un souvenir bien évidemment inoubliable et les filles aussi. La fin de soirée, il y a dû y avoir quelques pleurs quand les amis sont repartis. Oui, je confirme. Alors vous arrivez au bout du monde et puis tout se passe bien. Il y a des incendies énormes, vraiment des images impressionnantes. Vous ressentiez la chaleur dans l'atmosphère de ces incendies? Alors, on ressentait pas la chaleur. Par contre, clairement, l'air était pas respirable en fait. Ouais. On voyait la fumée était présente. C'était incroyable.
Dans la foulée, la pandémie, on se souvient que cette île avait fait un choix, la politique du zéro Covid. Alors, à la différence avec nous, on pouvait pas sortir de chez nous, c'était vraiment très compliqué, alors que vous pouviez aller partout. Simplement, ils avaient fermé les États et vous étiez bloqué dans votre île et dans l'État dans lequel vous êtes de Sydney, et pendant 3 ans. Donc, c'est pas pour rigoler, hein. C'est une prison à ciel ouvert. Non, c'est ça. Là-dessus, vraiment, je crois même qu'à un moment donc nous, Sydney, nous sommes dans l'état du New South Wales. Entre le New South Wales et le Queensland, à un moment, il y a eu des cas de Covid dans le New South Wales. Ils ont déployé l'armée. Le Queensland a déployé l'armée au niveau de la frontière pour éviter que les gens du New South Wales viennent dans le Queensland. C'était incroyable. Ils coupaient tous les vols. Enfin, on a mis, pour te donner un ordre d'idée, une fois on a réussi à partir dans le Queensland. Il y a eu un cas de Covid qui s'est déclaré. On a mis 18 heures pour rentrer, pour faire Cairns-Sydney. Ah ouais. 18 heures. On aurait pu rentrer à Paris, c'était la même chose. On peut rajouter à tous ces trucs un petit peu chelous et différents de chez nous, la faune aussi. Tu me disais, n'importe quel animal en Australie, c'est un warning, quoi. Mais alors, oui, donc on les connaît en règle générale, parce que comme je te disais, quand tu dis à des personnes que tu pars en Australie, bien sûr, le grand jeu, c'est de taper sur Internet, voilà. Mais alors, nous, on a découvert quelque chose quand même ici, c'est bon, requins, serpents, araignées, ok, ça, il n'y a pas de problème, on a fait le tour avant de venir. Mais on a réalisé ici que même les oiseaux t'attaquent. Ah ouais. Oui, ce qu'on appelle ici les magpies, qui sont donc des pies avec des yeux rouges. Super. Et en fait, si tu passes sous leur nid pendant la période quand elles font leur nid, quand tu passes sous l'arbre, soit à vélo, soit à trottinette, parce qu'elles détestent tout ce qui roule, tu te fais attaquer, et pour de vrai. Donc ici, quand tu as des casques de vélo, tu es obligé de mettre des pics sur ton casque de vélo pour éviter que la magpie ne te donne... Et j'ai vraiment je vous jure que c'est vrai, j'ai des amis qui se sont fait attaquer, je vous jure, c'est vrai, même les oiseaux. Les oiseaux d'Hitchcock, quoi. C'est ça. Et là, tu te dis, waouh, c'est dingue. Et j'ai vu les kangourous aussi, incroyablement musclés, c'est bête, quand elles se dressent, c'est assez impressionnant. Ça peut être même un petit peu méchant, hein, un kangourou, finalement, on se dit c'est gentil comme tout, mais... Oui, alors on se dit c'est trop mignon, mais quand on voit un kangourou, bon, en même temps quand tu t'approches, il reste pas forcément, voilà, mais on évite de trop s'approcher quand même. C'est vrai que ça a l'air mignon, mais ça reste quand même des animaux sauvages. Hein. Le wombat, c'est pareil, il peut te trancher un doigt. Avec ses dents. Eh ben voilà. Moi je rigole parce que c'est le plus, pour moi c'est un pays qui est magnifique, mais c'est vrai que la faune et la flore c'est assez impressionnant. C'est magnifique, mais c'est impressionnant. C'est un peu le but de ces podcasts aussi, c'est de donner des infos pratiques. En l'occurrence, il faut le savoir. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a Sydney Accueil qui t'a sauvé. Tu m'as dit, qui m'a sorti de l'isolement. Ah oui. Tu en es la présidente depuis 4 ans. 120 familles font partie de cette association. Il y a à peu près la moitié qui sont des nouveaux arrivants, et on ne peut que conseiller nos auditeurs qui vont vivre cette incroyable aventure de mobilité internationale sur cette île du bout du monde. Attention, quand vous arrivez, n'hésitez pas à entrer chez Sydney Accueil, parce que le quotidien, les premiers jours, les premières semaines vont être difficiles, et vous allez pouvoir les accompagner, les prendre un peu par la main. On parlait tout à l'heure de faire les courses. Vous allez au début sur les marchés pour expliquer quel produit sert à quoi. Enfin, il y a des choses très pratico-pratiques dans les premières semaines, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Ce sont des détails pratico-pratiques, et en même temps, ça permet aussi donc vraiment de créer un lien, de créer un réseau, un lien social dans la communauté française, pour rassurer, pour dire, comme je te disais tout à l'heure, que les nouveaux puissent partager leurs angoisses avec des personnes qui partagent les mêmes. Mais également avec des personnes comme par exemple moi maintenant depuis presque 5 ans, où je peux leur dire ne vous inquiétez pas, c'est normal, au début ça fait mal, c'est difficile, mais vous allez voir, après c'est merveilleux. Et on leur permet aussi de passer des bons moments. Il n'y a pas que des moments où on pleure dans un supermarché à cause d'une pâte brisée. Il y a aussi des moments où on découvre, on fait des balades et on voit les baleines sauter au loin, ou alors on voit les dauphins jouer avec les surfeurs sur la plage. Et ça, ce sont des moments que j'oublierai jamais, et que je pense que vraiment on n'oubliera jamais. Donc ça, c'est vraiment des moments de partage exceptionnels entre
entre personnes et entre Français. Et puis parler le français, ça fait du bien quand même. Quand on entend de l'anglais tous les jours, ça fait du bien de parler français entre nous. Et dans le quartier Maroubra, on entend parler français. C'est autour du lycée français de l'AEFE. Il n'y en a qu'un seul en Australie, donc on peut pas se tromper. C'est le quartier où se rassemblent un peu les Français, pas obligatoirement, mais il y en a pas mal. Oui, parce que tout simplement, en fait, ça permet d'être à côté du lycée français. Et c'est vrai que alors même si Sydney est une ville où on roule plutôt, par rapport à Paris, c'est incomparable, hein, voilà. Les bouchons ne sont pas les mêmes. On évite quand même de faire 3/4 d'heure de route pour emmener ses enfants à l'école. Donc souvent, on habite pas loin. Et puis c'est à côté de la plage, Maroubra. Donc c'est quand même un quartier qui est très sympa. Et puisque l'on parle de l'école, rappelons que la rentrée scolaire, c'est en septembre lorsqu'on est en Europe. Et quand on est en Australie, la rentrée, c'est là, en février, après les vacances. Ça, faut le savoir aussi, parce que les enfants qui arrivent, il faut qu'ils retrouvent un rythme, en fait. C'est ça, en fait. C'est un peu la question, et c'est une des questions vraiment et c'est là, en fait, c'est une des questions qui se posent, puisque souvent... tu te dis où est-ce que je vais vivre ? Je vais vivre pas trop loin de l'école de mes enfants, mais du coup où est-ce que je vais mettre mes enfants à l'école ? Parce que des enfants qui ne parlent pas anglais, qui arrivent au mois de septembre par exemple en plein milieu d'une année scolaire dans une classe qui est déjà faite, moi j'ai pensé pour mes enfants, je me suis dit je peux pas leur infliger ça. À l'époque elles avaient 5 ans et 7 ans. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix au début de les mettre au lycée français pour que le cursus soit le même et qu'elles soient pas trop perturbées. Et puis maintenant elles s'y sont faites bien. Et a priori tout va bien, vous êtes extrêmement heureux de votre nouvelle vie loin de Paris. Voilà, alors on est malheureux bien évidemment toujours un peu d'être loin de la famille et des amis, ça c'est sûr, mais loin de Paris, ça oui, on est heureux. Hein. C'est vrai que quand on voit le décalage, parce que ça aussi c'est un gros décalage par rapport en France, mais un décalage on va dire entre guillemets positif, c'est vrai que je pense qu'en 5 ans d'Australie, j'ai vécu une grève de train qui a duré une journée. Ah ouais, c'est pas pareil. Voilà. Par contre, tu te sens peut-être plus loin de tes montagnes de la Haute-Savoie, du bon vin blanc et du fromage. Oui, alors le fromage, ça, je peux le retrouver. Ça, c'est pas un problème, même si ça coûte mais une fortune. En même temps, c'est vrai que Roblochon, faut le faire venir, depuis les Aravis, c'est pas à côté. Le vin... En Nouvelle-Zélande et en Australie, on a de quoi faire aussi. Voilà, les montagnes, on est allé quand même skier en Nouvelle-Zélande du coup, parce que les montagnes en Australie, c'est quand même, c'est pas pareil. Donc on est allé skier en Nouvelle-Zélande, on s'est dit que c'était pas mal aussi. Si vous vous apprêtez à vivre cette grande aventure, direction Sydney Accueil, le lien pour le site web et plein d'informations pratiques, parce que depuis la France, ça se prépare. On peut déjà vous contacter bien en amont, quoi. Vaut mieux prévenir que guérir. Et d'ailleurs, je conseille, j'ai une membre de Sydney Accueil qui fait maintenant partie du bureau qui m'a contacté 6 mois avant son départ pour des questions pratiques. Par exemple, si vous voulez venir avec des animaux, c'est relativement compliqué. Il y a des démarches à faire si vous voulez choisir un logement. Et donc du coup, le fait de nous contacter via les réseaux sociaux, par exemple Facebook, vous nous envoyez un message via Facebook. On pourra vous renseigner avant et échanger, se téléphoner, vous rassurer et vous donner des conseils à l'avance. Merci beaucoup Nathalie, moi ma journée commence, toi tu vas te coucher, alors bonne nuit à toute la petite famille et au plaisir de se retrouver, à bientôt du coup. Merci beaucoup en tout cas, belle journée à tous. Vous écoutez Vivre à, animé par Olivier Geoffry sur la radio des Français dans le monde. Vivre à Sydney, c'est quelque chose qui vous fait envie ? Vous tombez bien. Alors cette semaine, l'épisode de notre podcast est entièrement consacré à la capitale de la région New South Wales, au sud-est de l'Australie, et à ce que je considère comme étant une de mes villes préférées au monde. Élise Léger, conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger là-bas, entre autres, nous guide tout au long de cet épisode. Alors on a joué aux touristes tout à l'heure, Élise, mais il y a beaucoup d'autres choses à dire et à aborder sur Sydney et sur le pays aussi. Dis-nous tout, quel sujet souhaites-tu évoquer pour continuer ? On parle de culture peut-être ? Oui, on peut parler de culture. Alors pour la culture, il y a quand même une vie culturelle qui existe évidemment, mais on est vraiment dans le modèle anglo-saxon où l'État est très désengagé, très peu de subventions.
Donc c'est souvent financé par fonds privés. Et donc c'est aussi beaucoup plus difficile pour les artistes en fait de pouvoir trouver des projets. Il y a bien évidemment pas le système de l'intermittence, hein, donc les artistes pendant le Covid ici, ils avaient pas d'argent du tout. Il y a eu plein de choses, voilà, qui sont aussi ressorties avec la période Covid. Juste pour donner une petite anecdote, l'opéra, déjà, il n'y a pas d'opéra national. D'accord. En Australie. Il n'y a pas un opéra fédéral financé par le ministère de la Culture australien. Les seules initiatives d'opéra qui existent sont privées. Et un jour, comme je viens en France du monde de la culture, j'ai travaillé dans un centre dramatique national pendant plusieurs années. Donc c'est un domaine que tu connais bien. L'institution qui s'appelle Opera Australia loue certaines salles de l'Opéra de Sydney pour donner ces spectacles. Et il m'expliquait qu'ils ont à peu près 23% de subventions. C'est pas beaucoup. Voilà, ce qui est très très peu. Et après, le reste, c'est la billetterie plus les potentiels mécènes, partenaires, etc. Et en France, de mémoire, c'était plutôt l'inverse. Donc évidemment, ça rend la création artistique un peu plus complexe. Et donc, ils expliquaient, par exemple, qu'ils pouvaient pas toujours faire les spectacles qu'ils voulaient parce qu'il faut qu'il y ait, entre guillemets, des blockbusters dans la saison qui vont attirer les foules et remplir les salles pour, en fait, en quelque sorte, avoir assez de trésorerie pour financer un ou deux opéras un peu moins connus ou moins voilà. Et en France, clairement, dans le système public, on n'en est pas du tout à ça. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de compassion pour eux parce que c'est un travail très 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 difficile. Il y a une vraie culture australienne quand même, j'imagine. Oui, alors. Il y a une culture australienne, il y a la culture ancestrale, la culture aborigène. Bien sûr. Mais il y a une scène culturelle contemporaine, que ce soit dans la musique ou dans l'art contemporain, la peinture, etc. Ça reste assez limité dans le sens où les artistes australiens sortent parfois pas trop d'Australie, en fait. C'est assez centré sur nous-mêmes. On a un grand concours de peinture, 3 grands concours de peinture en un, en quelque sorte, chaque année, qui s'appelle l'Archibald. Et pour participer à ce concours, pour envoyer sa toile, alors il faut peindre quelqu'un du monde de la culture en Australie, pas forcément qui sont australiens, mais quelqu'un qui a marqué la culture en Australie, et soi-même être un artiste soit australien, soit résident en Australie. Ça peut être vu aussi comme une très très bonne chose, hein. C'est bien aussi de récompenser les siens. Mais voilà, ça donne un peu le là de la scène australienne un petit peu à Sydney. Très bien. Et en dehors de la culture, alors quand on évoque la vie sociale, par exemple, c'est facile de s'intégrer. Bon, ça fait 9 ans, hein, mais pour toi, mais c'est facile de s'intégrer, de commencer à avoir des amis, je ne sais pas, mais des relations au moins pour sortir, commencer à avoir des connaissances. Est-ce qu'il y a ce modèle un petit peu superficiel anglo-saxon, sans faire de raccourcis, hein, mais qu'on trouve quand même au Royaume-Uni ou aux États-Unis, où c'est très facile d'avoir des contacts, mais il y a pas forcément quelque chose derrière. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est différent en Australie? Non, c'est la même chose. Ouais. C'est sûrement, je dirais, par le travail que les gens vont se faire leurs premiers amis australiens, ou alors s'ils sont impliqués dans une communauté. Et surtout, les Australiens n'aiment pas trop dire non en face. D'accord, oui. donc ils vont un peu tourner autour du pot. Vous pouvez leur proposer quelque chose. Oui, attends, je t'enverrai un message, je vais voir. Ouais, ça a l'air d'être une bonne idée, mais ils vont pas dire ah non, j'ai pas envie. Ouais, d'accord. Donc, voilà, faut savoir s'adapter et en effet, il faut pas croire que parce que la personne en face de soi est super enthousiaste, ça y est, c'est gagné. C'est aussi un état d'esprit. J'ai pas vraiment souffert de ça, mais je sais que certaines personnes qui viennent en visa, vacances, travail ou ce genre de choses, comme aussi ils vont pas forcément garder un emploi stable pendant des mois et des mois,
c'est plus difficile en fait de se faire des relations. Donc je sais que souvent ils restent entre Français dans leurs auberges de jeunesse, des choses comme ça. Alors dans ta réponse, tu as pour moi cité un mot-clé pour lancer un autre sujet, l'emploi. Ouais. L'emploi, donc imaginons, j'ai 25 ans, c'est pas du tout le cas, mais bon, imaginons, je retourne à mes 25 ans, j'ai très envie d'aller en Australie, ça me paraît le pays idéal, le soleil, ça va être super, j'ai trouvé un emploi de folie et tout va très bien se passer. Oui? Non? Quelle serait ta réponse? Eh ben, je dirais ça dépend des diplômes, ça dépend de plein de choses. Donc oui, il y a cette merveilleuse opportunité des visas vacances-travail qui permettent aux Français et à d'autres nationalités d'ailleurs de venir en Australie pendant 1 an et de travailler et aussi de visiter le pays. Donc ça, pour ça, c'est une belle expérience. Mais après, il faut faire attention à ce qu'on attend en fait de cette expérience, parce que ça va être soit des emplois très peu qualifiés qu'on peut trouver, donc physiquement difficiles. Donc ça va être beaucoup dans la construction, dans les fermes, dans l'hôtellerie, restauration, etc. Et après trouver des postes, on va dire qualifiés, même ne serait-ce que de secrétaire ou de choses comme ça, il va y avoir beaucoup de priorité aux Australiens. C'est ce que j'allais dire, oui. Et donc, en fait, c'est très difficile à avoir. Et en fait, ce qui est important dans le monde du travail de l'Australie, c'est de réussir à avoir la première expérience sur le CV. Parce que ils ont toujours peur que notre niveau d'anglais soit pas assez bon. Sinon, voilà, ça va être que des travaux physiques difficiles où les gens sont pas toujours forcément bien traités. Hein. C'est le propre du visa vacances-travail, c'est l'Australie qui fait venir des travailleurs saisonniers en fait autant qu'elle a besoin. Ouais. Donc, bien les traiter, etc. C'est pas tout à fait leur priorité et de toute façon ces visas n'amènent pas à la résidence permanente. Il faut soit avoir des qualifications très spécifiques. Il y a une liste sur le site de l'immigration qui dit on a besoin de médecins, ingénieurs, infirmiers, charpentiers, peintres en bâtiment, carreleurs. Voilà, c'est un peu, il y a de tout dans cette liste. Donc, si on a les qualifications pour ces boulots, très facile de trouver un travail et très facile de rester. Mais si on n'a aucune qualification pour ces emplois-là, voilà, ça va être plus compliqué, ça va être plus précaire, on va dire. Et par exemple, on parlait plutôt de l'association French Assist et très souvent, plusieurs fois par mois, même parfois par semaine, on reçoit des messages de jeunes qui sont totalement désespérés, qui ont dépensé toutes leurs économies dans le loyer de leur chambre, etc., et qui n'arrivent pas à trouver de travail parce que là, on est au mois de mars, que l'été est terminé. Et donc, les restaurants, les hôtels ont besoin de beaucoup moins de main-d'œuvre. Mmh. Il n'y a pas de protection du travail de la même façon ici. Il y a pas on signe pas un CDD quand on travaille. On signe un contrat qui s'appelle casual. Qui veut tout dire. En fait, l'employeur te donne des heures, une semaine, et la semaine d'après, s'il n'a pas d'heures à te donner, il t'en donne pas. Ouais. Donc, pas de salaire. Donc, évidemment, c'est une situation assez précaire et ça peut, voilà, malheureusement arriver à des points où des personnes, repartent d'Australie parce qu'ils ont plus d'argent. Alors, on arrive à la fin de cet épisode, de ce petit voyage à Sydney et ses environs déjà. Hein. Est-ce que tu as une façon, allez, en 2-3 mots, de résumer, alors, soit ta vie là-bas depuis 9 ans, bon, en 3 mots ça va être compliqué peut-être, mais soit Sydney, le pays. Si je te demande qu'est-ce que Sydney t'inspire en quelques mots pour conclure, tu me réponds quoi? Pour Sydney, je dirais soleil. Ouais. Parce que vraiment... Ça me va bien. J'ai vécu dans plusieurs villes de France, notamment celle du Nord. Et c'était pas la même chose. Non. Ouais, soleil,
Dynamisme, honnêtement. Ouais, c'est une ville quand même très dynamique. Qu'est-ce que tu penses de laid back, relax pour les Australiens en général? Non? Ça, c'est un cliché. D'accord, ok. Ça, c'est un cliché. Il suffit de conduire à Sydney pour savoir que les Australiens sont pas du tout laid back. D'accord. Ils sont très énervés sur la route. Ouais, non, ça, mais c'est bien que tu l'aies dit, mais non, ça, c'est un cliché. Okay. Les lay back, ce sont les gens extrêmement riches qui vivent au bord de la mer. Parce qu'en effet, ils n'ont pas besoin de se préoccuper de trop de choses, donc ils sont très détendus. En tout cas, tu as bien de la chance de vivre là-bas, Élise. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ta ville, ta Sydney. Tu penses y rester encore longtemps? Ce serait pas une de ces villes qu'on a du mal à quitter par hasard? C'est possible. Moi, maintenant, là, je suis mariée avec un Australien. On a acheté notre appartement. On va avoir un bébé. Donc, félicitations. Là, merci, j'en partirai pas. Ok, c'est clair comme ça. Mais encore merci pour toutes ces infos qui vont donner des idées à plus d'un auditeur, à mon avis. Et une très belle continuation à toi là-bas dans ce beau pays. Merci beaucoup, Olivier. Bonne journée. Sydney, voilà une belle destination avec des avantages et des inconvénients comme toute ville, mais avec aussi une douceur de vivre, un dynamisme, on en a parlé tout à l'heure, les repères du monde anglophone, toujours utile, une météo très sympa avec quand même des températures qui descendent jusqu'à 15 degrés l'hiver, m'avait dit un chauffeur de taxi il y a longtemps. Quel que soit votre état d'esprit, c'est clairement une destination à tenter et je vous invite à le faire dès que possible. À mon avis, vous n'allez pas être déçus. Bon voyage et à bientôt sur la radio des Français dans le monde pour une autre destination spéciale expat. Salut! Retrouvez Vivre A en replay sur le site de votre radio. françaisdanslemonde.fr